sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! On va se le dire, l'épisode d'aujourd'hui est exceptionnel. J'ai le grand plaisir de recevoir Noémie, plus connue sous le nom de Mrs. Crob ou Mrs. Quartz. Noémie a créé le tarot de la fortune, tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Et cet épisode est exceptionnel parce que Noémie nous parle aujourd'hui de sa pratique du tarot, de la façon dont elle a créé le tarot de la fortune, et également de sa passion pour la lithothérapie. La lithothérapie, tu sais, c'est l'art d'utiliser les pierres en énergétique, et tu verras, Noémie couple cette pratique des pierres au tarot. Et ce qui est vraiment très généreux de sa part, c'est qu'elle nous a emmenés là, dans cet épisode, dans le processus de création du tarot de la fortune, des cartes qu'elle a dessinées, comment elle s'y est prise, par quoi elle a commencé. C'est vraiment une pépite. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Noémie, Bonjour bienvenue Cécile. sur le, bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée de te recevoir. Je suis Bah, ravie. merci beaucoup à toi, hein, pour la proposition, c'est super, super gentil, en plus, si rapidement, ça me fait super plaisir. C'est un honneur. Alors, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ton univers, donc l'univers de Mrs. Crob et de Mrs. Quartz. Et, et alors, je vais commencer direct dans le vif du sujet. J'ai déjà une question pour toi. C'est pourquoi tu t'appelles Mrs. Crob et pourquoi il y a Mrs. Quartz? Alors, longue histoire, non, je rigole. En fait, le pseudo Mrs. Crob, ça fait, je l'ai eu quand j'étais en école d'art, donc ça fait déjà un moment et c'est, basé sur le nom Microbe qui est en fait, une sorte d'animal imaginaire que j'ai et que j'avais appelé Microbe et du coup, j'avais un peu fusionné, sa personnalité avec ma personnalité et au lieu d'être Microbe, c'était Mrs. Crob, comme si on était, un couple, comme ça et ça m'est resté comme ça et j'ai appelé la boutique Mrs. Quartz pour faire un peu la différence entre ce que je faisais en dessin uniquement et vraiment, artistiquement de mon côté et ce que je faisais pour la boutique. Et comme je fonde la boutique pas mal sur les pierres, j'ai appelé ça Mrs. Quartz. Et on a toujours les mêmes initiales, mais pas exactement pour les mêmes choses. Et en fait, c'était vraiment pour faire une différence. Et après, j'ai fait deux comptes séparés sur les réseaux entre Mrs. Crob et Mrs. Quartz. Et Mrs. Crob, c'était un peu plus tous les trucs personnels, quoi. Oui, parce que alors il faut quand même, on peut préciser du coup qu'on s'est connus sur Instagram. Tu as trois comptes, je crois. Il y a le compte du tarot de la fortune aussi, c'est ça, hein? Alors en fait, sur Instagram, j'ai mon compte Mrs. Crob. Donc avec, tous les dessins et ce que je mets sur la boutique, donc c'est assez varié. Il y a autant des dessins que des pierres, que mes pochettes en tricot et cetera et sur Tarot de la Fortune, donc sur Instagram, là, j'ai vraiment que tout ce qui est, concernant le tarot et j'ai créé le compte, quand j'ai sorti le Tarot de la Fortune pour que ce soit vraiment basé sur ça. Super, bah justement, c'est aussi pour connaître ton parcours que je t'ai invitée parce que tu as un univers atypique que j'adore. Donc je me suis offert ton tarot il y a quelques mois déjà. Il fait partie de mes chouchous. Je l'aime d'amour ce jeu. Bah, d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, tes vidéos dessus. Ça sent qu'il y a vraiment un enthousiasme et j'apprécie énormément. Ça m'a fort, fort touchée. Ah, merci beaucoup. Et en fait, ce tarot, alors pour ceux qui l'ont pas encore découvert, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
on sent vraiment que tu l'as fait aussi, avec amour et on va en parler plus longuement par ailleurs après parce que vraiment, j'ai à cœur de savoir d'où il est venu et pourquoi il est venu et comment tu l'as créé. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton parcours, heu, d'où tu viens, qui était la petite Noémie et puis, comment tu es arrivée jusqu'à, la Noémie que tu es aujourd'hui? Donc, je m'appelle Noémie, j'ai 32 ans maintenant. J'habite en Belgique, mais j'ai longtemps habité en France, où je suis née, donc en région parisienne. C'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai, toujours été très, dans l'artistique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins depuis que je suis petite. On a encore gardé pas mal de dessins qui sont des pépites et j'ai fait, 4 années d'études d'art après le bac. Donc c'était, surtout de l'illustration et du graphisme et après ça, comme je ne savais pas trop où j'allais, j'ai fait, 2 ans de formation en librairie. Donc j'ai travaillé 2 ans en librairie en même temps que j'avais des cours et je pensais vraiment que j'allais faire ça parce que j'étais quand même, fort, dans les livres. J'aime beaucoup lire, c'était vraiment, un de mes passe-temps préférés et je me suis rendu compte en fait que, un travail conventionnel, même si, j'étais à fond dedans, ça m'allait pas. Donc j'ai arrêté après ces 2 ans et je suis aussi, partie vivre en Belgique. À partir de là, j'ai fait quelques projets d'illustration. J'ai fait un livre illustré, en 2014 et en fait, je l'ai terminé, je l'avais, envoyé à des maisons d'édition. J'ai pas eu de réponse, donc je l'ai un peu, mis de côté. Surtout que c'est juste après ça que j'ai commencé à faire le tarot de la fortune. Mais du coup, voilà, là, j'ai arrêté un petit peu mes projets d'illustration ici et j'ai fait en 2018 une boutique Etsy. Alors je vendais, des toiles originales que j'avais faites. J'avais commencé à faire mes pochettes en tricot, donc pour mettre les tarots, pour mettre des livres, et cetera et j'ai créé ma boutique donc Mrs Quartz en 2019 et là je proposais donc, déjà des bijoux en pierre, mais aussi tout ce qu'on trouvait, sur la boutique Etsy, c'est déjà un peu, touche à tout comme ça, donc c'est un peu difficile à résumer et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux pierres à peu près en même temps que le tarot. C'est un peu venu ensemble comme ça et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des pierres, j'en ai tout le temps eu sur moi et du coup, je pense en fait que, travailler avec les pierres, ça a un peu lancé la machine de tout mon intérêt pour le tarot, la spiritualité, l'occulte et cetera. Enfin, ça a vraiment été à un moment donné un espèce de big bang comme ça et en fait, Heu, moi, j'ai pas grandi avec le tarot, j'ai pas grandi avec les pierres, j'ai pas grandi dans un environnement où on faisait de la sorcellerie, où on s'intéressait à la spiritualité. Mes parents sont athées tous les 2, donc c'est vraiment un univers qui m'était pas si familier que ça, jusque-là et du coup, j'avais aussi, j'avoue, pas mal de préjugés dessus. Heu et c'est en rencontrant des personnes, proches de moi qui m'ont ouvert les yeux sur ce nouveau monde et tout d'un coup ça m'a, fascinée, j'ai, tous les préjugés qui sont fracassés les uns contre les autres et voilà, c'est un peu parti de là. Du coup, ça fait, on va dire depuis, 2014, 2015, quelque chose comme ça et du coup, je pensais que voilà, tout l'univers, du tarot, tout ce qui est lié aux pierres, à l'énergétique et cetera. J'ai l'impression que c'était pas pour moi parce que je ressentais rien, j'avais pas de feeling et tout. Je me disais qu'il fallait avoir des dons et finalement, eh ben, me voilà. Et ça, c'est tellement important ce que tu dis parce que les personnes pensent qu'il faut avoir un don particulier ou je sais pas, avoir une lumière, tu vois, qui s'allume à un moment donné. Bah, Enfin, ouais, mais c'est ça c'est vachement,
En fait, on voit vachement ça dans les médias, que ce soit les documentaires, dans les bouquins, dans les films et cetera. Il y a un truc un peu très, ésotérique dans le sens où il faut être initié, il faut avoir un don, c'est mystérieux et cetera et bon, ça commence à être de moins en moins le cas maintenant, avec toutes les ressources qui sortent en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'aura, où, si on n'est pas dans le truc, on n'est pas dans le truc, quoi. Alors qu'en fait, bah, pas tant que ça, quoi. Et comment alors précisément, comment ça s'est passé quand tu as connecté justement avec les pierres? Au début, tu disais c'est venu par des proches mais c'est venu comment? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, on va dire que moi, j'avais toujours un truc, alors c'est drôle parce que ce soit avec les pierres ou avec les cartes, j'avais toujours un truc avec les cailloux, avec les galets, de ramasser des jolies pierres, de faire mes petits trésors comme ça et pareil pour les cartes, j'avais toujours un jeu de cartes sur moi pour jouer avec, mais juste, vraiment les jeux de base, juste mais j'avais quand même tout le temps des cartes avec moi, j'aimais jouer aux cartes, quoi et du coup, il y avait des espèces de trucs qui étaient déjà là, qui sont pas liés du tout à la pratique de lithothérapie ou du tarot, mais c'est quand même un truc qui était là, on va dire. Il y avait la graine qui était, en attente de germer. Et du coup, en fait, je pense que ce qui m'a vraiment, motivée avec les pierres, c'est le côté, bah, le rapport avec la terre, dans le sens, c'est le matériau de la terre et c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment un amour pour les pierres, enfin, je les trouve vraiment sublimes, c'est des trésors, ça me donne envie de les manipuler, de travailler avec, de construire une relation avec. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, bah, quand j'ai commencé, je me suis lancée dans les bouquins pour savoir, à quoi m'attendre avec et du coup, je me basais vraiment sur tout ce qui était théorique, plutôt que sur ce que je ressentais parce que, bah, je ressentais pas grand-chose. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est au fil du temps, à force d'en avoir toujours sur moi, à force de travailler avec, j'ai ressenti les influences subtiles, en fait, qui se jouaient. Mais sur le coup, à moins de méditer pendant 30 minutes avant de ressortir un petit truc, bah, voilà, je pouvais pas faire ma propre expérience et dire: «Telle pierre m'apporte ça». Donc ça a été très théorique, comme avec le tarot au début. Juste une précision sur les pierres, on peut dire là, c'est toi qui fabriques tous tes bijoux, hein, dans ta Ouais, oui. boutique et ils sont, vraiment merveilleux. Bah, on en reparlera, mais ouais, Ouais, c'est, ouais, ouais. il y a, j'ai vraiment maintenant à cœur de trouver en fait, ce qui va résonner avec la personne, donc de créer un truc. J'aime beaucoup faire les commandes personnalisées. J'aime beaucoup en discuter avec les gens et trouver ce qui va vraiment, leur donner cet élan justement, ce truc qui va faire un déclic. Tu choisis les pierres pour eux? Si on me le demande, oui. Mais sinon, je préfère que la personne choisisse elle-même, au feeling quoi, pour vraiment qu'il y ait un truc qui connecte. Moi aussi, j'ai quelques pierres ici et j'ai une anecdote à propos de ça. C'était pas prévu que je la partage. Un jour, j'avais acheté, une cornaline pour m'en faire un pendentif et en fait, à chaque fois que j'ai mis ce pendentif, je rentrais toujours dans un état d'énervement pas possible. Du Ah coup, ouais, je ne c'est la porte marrant. plus. Alors que pourtant, tu vois, j'ai cherché des infos là-dessus parce que j'ai des bouquins de lithothérapie Mmh. aussi et j'ai rien trouvé là-dessus, tu vois? Bah, c'est vrai qu'on voit souvent la cornaline comme une pierre justement parmi les pierres rouges qui peuvent être moins, moins vives comme ça, moins, colériques, moins irritantes. Mais en fait, on se rend compte avec l'expérience personnelle qu'on n'a vraiment pas du tout tous et toutes les mêmes ressentis et même moi, j'ai des pierres, il y a des fois où elles vont m'énerver et des fois où on va avoir une super connexion et des fois où elles vont faire l'effet inverse de ce que je pensais et pourtant c'est toujours moi, c'est toujours la même pierre mais selon notre énergie ensemble, selon le moment et ben, ça va beaucoup changer et c'est pour ça, je pense qu'il est très important si on ressent un feeling, si on ressent un petit truc, une petite intuition, de plus se baser sur ce qu'on ressent que sur les livres, parce que c'est forcément subjectif de toute façon. tout à fait. Ça, c'est un très bon conseil et qu'on peut aussi donner, dans le tarot Oui, en fonction des exactement, jeux exactement, c'est tout avec à fait lesquels ça. on travaille et est-ce que tu mêles ta pratique de la lithothérapie avec la pratique du tarot? Alors,
quand j'ai ouvert le compte Tarot de la Fortune sur Instagram et que j'ai commencé à présenter les arcanes majeurs du Tarot de la Fortune, j'ai fait des visuels avec pour chaque carte 4 pierres, donc un peu comme les fondations de l'arcane, qui sont en relation avec l'archétype de l'arcane. Après, effectivement, c'est subjectif, on pourrait choisir des pierres différentes, etc. Mais j'avais justement cette envie de mélanger un petit peu les deux. Donc j'avais fait ça pour les arcanes majeures. Et aussi, je mets tous mes tarots à côté de certaines pierres qui sont un peu consacrées à cet usage. Donc effectivement, oui, c'est lié. Par exemple, j'ai des pierres pour affiner les perceptions, pour renforcer l'intuition, pour donner plus de clarté d'esprit, pour éveiller un peu toutes les énergies très liées à la tête, très liées à la communication avec, on va dire, l'au-delà ou les guides ou le divin. Et ça, j'ai des pierres qui sont vraiment faites pour ça. Donc on va dire que oui, je connecte un peu les deux. Après, je le fais pas toujours, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, oui. En fonction des thèmes que tu veux aborder dans ton tirage, tu Oui, vas choisir. je peux mettre des pierres à Ouais. côté des cartes pour justement être dans ce thème-là, pour ancrer le message, parce que j'ai vraiment ce truc avec les pierres qui font que ça va ancrer quelque chose, que ce soit au niveau spirituel ou matériel, hein, mais c'est vraiment ce truc de cristalliser une certaine énergie. C'est passionnant, réellement. C'est génial. Non, mais ça, voilà, tout est imbriqué. On peut vraiment en faire ce qu'on veut aussi, de s'approprier la lithothérapie d'une certaine façon. Tu vois, le tarot, tu nous dis que tu le travailles. Enfin, en tout cas, tu le prépares d'une certaine façon aussi. Mm. C'est vraiment intéressant. Et, et ce tarot, justement, qui est arrivé à partir des pierres, il est arrivé comment? Une fois que tu avais commencé à expérimenter la lithothérapie, les cartes, elles sont Alors, arrivées comment? en fait, donc pour reprendre du début, j'ai rencontré des personnes autour de moi à un moment donné qui tiraient les cartes. Et c'était pas avec le tarot de Marseille. C'était avec le Osho, par exemple, le Thoth. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, il y avait des images qui parlaient vachement plus, qui étaient beaucoup moins rigides, parce que le tarot de Marseille, je le trouvais un peu rigide au début. Et ouais, je sais pas, ça a éveillé un intérêt tout d'un coup presque artistique, j'ai envie de dire, mais de vraiment un intérêt pour ces images qui étaient beaucoup plus parlantes et ça m'intriguait beaucoup en fait. Et en 2014, on a eu une opportunité de faire une exposition à plusieurs artistes à Bruxelles. Et pour cette exposition, j'avais déjà préparé quelques dessins et tout d'un coup, je me suis dit, ah mais je vais faire les arcanes du tarot de Marseille. Alors du coup, j'ai j'ai commencé à accumuler des bouquins sur la symbolique du tarot de Marseille parce que je voulais vraiment en fait pas faire juste un tarot pour le fun, pour une exposition, mais je voulais vraiment le comprendre. Donc j'ai fait tout un travail de compréhension de la symbolique, des couleurs, des cartes. Enfin, je suis vraiment allée assez loin. J'ai fait ces 22 arcanes majeurs, donc sur du papier un peu épais avec des crayons de couleur, et c'était vraiment juste au contour comme ça. Donc c'était assez épuré, pas du tout comme le tarot de la fortune comme il est maintenant. Et, euh, et après cette expo, je me suis dit, ah mais j'ai vraiment envie de continuer en fait ce travail-là. J'ai vraiment envie de faire un tarot. Et du coup, j'ai commencé à étudier à fond. J'ai eu pas mal de bouquins. J'avais eu La Voix du tarot de Jodorowsky. J'avais eu des bouquins de Alain Brett sur les arcanes majeurs et mineurs. Euh, J'avais eu aussi le livre sur le tarot Thoth, qui était sorti qu'en anglais à l'époque encore. Donc c'était un petit peu compliqué parce que c'est en plus un tarot qui est un autre système. Et donc du coup, à partir de toutes ces ressources, j'ai commencé à compiler et à prendre le tarot en même temps, à le dessiner. Et donc j'ai fini cette version de tarot de Marseille à ma sauce, mais qui était encore un petit peu trop pas assez personnelle. En plus, j'avais fait les arcanes mineures comme elles étaient dans le Marseille et ça m'allait pas parce que je les comprenais pas.
j'avais beau lire dessus, elle me parlait pas parce qu'il y avait pas de dessin, compréhensible, en fait, dessus. Et tu les Donc avais dessinés? je les ai quand même dessinés, mais en fait, ça m'a bloquée et à partir de là, je l'ai un peu laissé de côté et j'ai repris le projet en 2019. On m'a on m'avait offert un iPad et j'ai trouvé ça tellement fluide de dessiner dessus, ça m'a relancée dans mon processus créatif et heu et là, bah, je suis repartie, en fait, j'ai eu des nouvelles idées pour le tarot. Je me suis dit: «Je vais le faire vachement plus coloré, je vais le faire encore plus à ma sauce et surtout, je vais me baser sur les arcanes mineurs du Rider-Waite-Smith». Et là, je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Je vais faire un hybride du Marseille et du Rider-Waite-Smith et les cartes que je comprendrai pas ou qui me parleront pas trop, je les referai à zéro. Et hem et voilà, donc depuis 2019 jusque fin 2020, j'ai été dans ce processus de création du tarot de la fortune et heu et après donc il y a eu la campagne Ulule, fin 2020 et franchement, j'ai été super émue que ça fonctionne parce que moi, je pensais que ça allait faire un flop et Pourquoi? j'étais un peu, je pense qu'il y avait un gros, gros syndrome de l'imposteur encore dedans et la peur que ça parle pas, en fait, d'avoir fait un truc qui va pas parler et heu et en fait, j'ai été, super émue, quoi. J'avais prévu d'en faire 50 exemplaires, on a pu en faire 100 et là, on est en septembre 2021, il m'en reste moins de 10 en stock et voilà, enfin, c'est vraiment un bébé qui a pris son temps, hein, pour maturer, hein, de fin 2014 à fin 2020 mais je suis super contente de l'avoir fait et je suis, hyper reconnaissante pour toutes les personnes qui ont soutenu le projet. Et il y a eu du très, très gros travail, donc tu as passé 2 ans dessus, c'est ça? On va dire, peut-être 1 an et demi, ouais, quelque chose comme ça. Et puis bien plus puisque tu l'avais déjà démarré avant Oui, sous c'est la ça, en forme de fait, l'autre j'avais projet. j'avais compilé toutes mes notes, j'avais déjà fait une version, donc au final, il y avait plus qu'à mettre au propre, presque, mais j'ai fait aussi un gros travail sur le livret, en fait, parce que je voulais vraiment, en fait, que des personnes comme moi, quand j'ai commencé, qui ont l'impression de pas avoir d'intuition, pas de don, que c'est compliqué, que c'est mystique et cetera. Je voulais faire un livret qui donne, du concret, en fait, des choses sur lesquelles se baser et que quelqu'un, qui n'a jamais tiré de tarot de sa vie, puisse tirer directement avec le tarot de la fortune et ça, je le dois en partie, à Emmanuel Iger avec son livre Lire le tarot avec le Rider-Waite parce qu'il est d'une simplicité, avec un grand, grand pragmatisme. Il y a pas de bullshit, on va à l'essentiel et il y a des interprétations qui sont vraiment pertinentes, en fait. C'est vraiment des interprétations qu'on pourrait donner dans les tirages de tous les jours et ça m'a vraiment, un peu, donné le déclic pour trouver, en fait, comment, rendre le tarot concret, avec, juste, le minimum pour le comprendre, parce qu'il y a pas non plus, énormément de place pour vraiment parler de l'histoire du tarot et cetera. Mais le minimum pour comprendre, mais avec tout ce qu'il faut sur la symbolique, la numérologie, les figures, comment l'utiliser de façon très pratique, comment poser les questions, tout sur les arcanes, des exemples de tirage et je voulais vraiment que ça donne toutes les clés pour commencer avec le tarot et en même temps que ça fonctionne pour des personnes qui connaissent déjà bien le tarot et qui voulaient, des rappels, quoi. J'ai été bluffée par la qualité du livret. Donc déjà, le jeu en lui-même, c'est clairement une pépite, ça sans aucun doute. Faut vraiment aller voir le jeu, il en reste peu. Au moment où on enregistre l'épisode et au moment où il va être diffusé, il y aura une quinzaine de jours, donc peut-être qu'il y en aura encore moins que 10. C'est possible. Je te le souhaite. Du coup, si ceux qui nous écoutent veulent aller se le procurer, il va falloir se dépêcher. Et le livret, il est d'une qualité exceptionnelle. Ça m'a vraiment bluffé. Et c'est très sincère parce que il est au niveau de tous les bouquins qu'on peut, enfin de tous les bouquins, pas de tous, mais quand tu parles, tu vois, d'Emmanuel Iger, on peut le mettre à un niveau aussi d'autres auteurs anglo-saxons qui sont traduits, tu vois, dans des grandes maisons d'édition, type Arcana Sacra ou autre. Mmh. Il y a des ouvrages un peu de référence et le tien, il est effectivement synthétique, accessible
hyper complet et tu as réussi, je trouve, à faire la synthèse du Marseille et du Waite là-dedans et d'une façon mais fluide, c'est incroyable. Mais, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, j'avais surtout des livres d'occasion, donc je saurais même pas, forcément, donner des références de livres qui étaient sortis au même moment parce que c'était à part, La Voix du tarot qu'on voyait partout, c'était, pas forcément des bouquins qu'on trouvait partout. J'avais pas mal de bouquins qui plongeaient plus dans la mystique, vraiment dans la symbolique, mais à un point où en fait ça aurait servi à rien de mettre cette information dans un tarot, qui se veut accessible. Donc après j'ai eu des nouvelles références de livres de tarot qui sont pas mal, notamment, en anglais, les livres de Brigitte Esselmont qui sont super pour, l'approche du tarot intuitive et même pour débuter. Maintenant, il y a le coffret de Marianne Costa, Le tarot pas à pas sur le tarot de Marseille, qui est vraiment une pépite, bon, c'est Ouais, un ouais, bon il est pavé quoi, mais c'est une pépite. super ce coffret, il est super. Et Le c'est vrai que, bouquin, super. moi, j'accorde une grande importance à ces gens qui ont fait des ressources parce que, en fait, sans tous ces bouquins, j'aurais jamais peut-être compris le tarot de moi-même, en fait. Moi, il me fallait vraiment apprendre, comprendre. Au-delà du niveau intuitif que j'ai maintenant dans les tirages, j'avais vraiment besoin en fait d'accumuler des connaissances pour me baser sur quelque chose. Parce que sans ça, je ne sais pas si je pourrais faire des tirages aussi approfondis maintenant. Donc je remercie tous ces auteurs, toutes ces autrices, quoi, d'avoir rendu le tarot accessible. Et c'est ce que tu as fait avec le tarot de la fortune. Et sur ce jeu, j'ai quelques questions. Oui. Pourquoi tu l'as appelé le tarot de la fortune? Alors, l'anecdote, c'est qu'au début, euh, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas trouvé de nom alors que la campagne était déjà lancée, enfin que j'avais déjà l'idée de la campagne et je me suis dit mais il faut que je la nomme cette campagne, il faut que je donne un nom à ce tarot. Et, en fait, je sais pas, j'ai eu un nom qui m'était venu au début, mais je me suis dit ça va pas le faire, ça va être peut-être mal compris, ça va être trop connecté. C'était le tarot de l'éclipse. Et en fait, bon, quand on se penche un petit peu sur la symbolique de l'éclipse, ça peut être un peu tendu, quoi. Ça peut lui donner déjà un côté trop shadow work, ça. Et après, j'ai voulu l'appeler le tarot de l'étoile parce que c'est ma carte préférée. Sauf qu'il y avait déjà un tarot qui s'appelait le tarot de l'étoile. Et après, je me suis dit, ah mais oui, la carte de la roue de fortune. Voilà, ça va être le tarot de la fortune parce que j'adore ce message et j'adore à quel point il véhicule toutes les forces qui nous entourent, tout ce qui régit nos vies, toute la part de hasard, la part de connaissance aussi. Et c'est le fait de pouvoir activer cette petite manivelle qui va nous permettre de reprendre le contrôle de nos vies. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est le tarot de la fortune. Et ça lui va très bien. Est-ce que tu as commencé par une carte en particulier quand tu as créé ton jeu? Alors, par le battleur. En fait, j'ai toujours commencé par le battleur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé, mais moi, je place pas du tout la carte du fou, du mat au début de jeu. Pour moi, c'est une carte qui vient après le monde. Et je sais que normalement, il est souvent placé en 0, mais dans ma perception des choses, c'est vraiment... elle peut arriver au début, mais pour moi, c'est vraiment une carte qui fait la jonction après que tout ça a été assimilé. J'ai exactement la même vision que toi. Cette Ah, carte, ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que c'est pas très courant, mais c'est une vision très, très Marseille, hein, si on doit catégoriser les choses. Mais encore, effectivement, tout comme toi, elle fait la jonction. Je pense qu'on ne peut pas refaire le processus si on n'a pas ce mât, parce que je mmh. l'appelle comme ça, qui fait ce cercle, qui termine cette continuité-là. Mais Pour je pense recommencer. qu'effectivement, peut-être que les gens qui ont commencé avec le Marseille ont moins de mal de le voir comme une carte de après le monde que les gens qui ont commencé avec le Rider-Waite-Smith où il est d'office au début, en fait. Finalement, il se balade. Oui. C'est un peu l'électron libre du tarot. Au final, il devrait même pas être placé, à un moment donné, quoi. Mais oui, il est complètement libre de ses mouvements et on le retrouve un petit peu partout au fur et à mesure de son cheminement.
C'est ça. Est-ce qu'il y a une série ou une carte qui a été difficile à créer? Hem, c'est compliqué. En fait, je dirais que la série, que j'avais du mal à appréhender, au tout début, pas forcément avec le tarot de la fortune, mais c'était la série des bâtons. Parce que comme elle était expliquée, par exemple par Jodorowsky ou par d'autres, moi je la voyais pas forcément que comme une énergie forcément, sexuelle ou créative. Je pense que ça allait au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment les bâtons représentent, l'énergie vitale, donc du corps, l'énergie créative, l'énergie magique même, je dirais. Tout le, tout le pouvoir de créer, de s'affirmer, une énergie, au final, c'est une énergie que je comprends parce que je suis signe de feu et que j'ai un ascendant de feu, donc je comprends cette énergie, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu difficile à expliquer. Et c'est aussi, ça peut être la santé, mais la santé, ça peut être aussi les couples, ou ça peut être aussi les deniers. Donc disons que c'est une série qui est compliquée à appréhender, mais en même temps, ça n'a pas été celle qui a été la plus difficile à dessiner. Par contre, j'ai redessiné pas mal de cartes de la série des bâtons, pas du tout comme, dans le Rider-Waite. Par exemple, la 2 n'est pas pareille, la 6 n'est pas pareille, la 7 peut être un peu différente et cetera. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de problème pour dessiner les cartes. J'ai mis plus de temps pour certaines parce que justement, je les ai redessinées. Donc, il fallait vraiment que je reconstruise un système symbolique. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, finalement, c'est pas si facile de s'éloigner des représentations classiques parce il y a vraiment tout dedans. Tout ce qu'on a appris dans les livres, tout un système de mouvement du personnage, vers quel endroit il est tourné, de couleurs, etc. Enfin, c'est super complexe au final. Et en plus, je voulais que chaque couleur soit symbolique. Donc, je ne fais pas du coloriage, du remplissage. Il fallait que chaque couleur réponde à quelque chose pour que si on connaît la symbolique des couleurs, en voyant la carte, on peut aller encore plus en profondeur que le dessin. J'ai appris le Marseille comme ça, avec la symbolique des Mhm. couleurs, notamment. Et c'est vrai que ton jeu, il est très explicite et facile à lire dans mon cas. C'est une régalade. Tu vois, là, j'ai la carte. Quand on achète ton jeu, tu nous offres une carte postale avec. Ouais. Donc, on peut la choisir, soit tu nous la proposes en carte mystère. Et j'avais pris le soleil et je l'ai là tout le temps sur mon bureau. Donc, je l'ai en face de moi. Et ouais, il y a toutes les couleurs. Et c'est ça que j'aime aussi dans ton jeu, effectivement, c'est que il y a toujours cette base de couleurs. Ça part pas dans des colorimétries extravagantes. On a le canevas colorimétrique qui Mhm. reste le même. Alors, je sais pas comment ça se dit hein, dans le domaine artistique, ça, mais je Oui, pense que tu comprends ce que je veux dire. c'est le même nuancier sur toutes Voilà. les cartes. Il y a pas d'extravagance. En même temps, ce qui est bien, c'est que ça aide à cadrer, donc à pas réfléchir 1000 ans aux couleurs qu'on va mettre. En même temps, on y réfléchit beaucoup plus quand on doit réfléchir à la symbolique à chaque fois. Donc, c'est un peu à double tranchant au final. Mais oui, il y a des cartes où je me perdais en considération sur est-ce que je vais mettre ici du bleu, du vert, etc. Des fois, ça a été pas décidé au pif, mais comme ça pouvait représenter plein de choses, il fallait trancher à un moment donné. Mais globalement, j'ai vraiment eu à cœur de respecter cette symbolique des couleurs. Et ça se sent. C'est réellement un plaisir. Quand on analyse toutes les cartes, on voit que c'est posé avec justesse au niveau des couleurs. J'apprécie beaucoup ça, vraiment. Hein. J'espère que ceux qui nous écoutent apprécient aussi s'ils ont ce jeu. Parce qu'encore une fois, il y a d'autres jeux où ça va être vraiment l'artistique pour l'artistique. Mhm. Tu vois, il y a une recherche graphique, mais c'est pour faire un beau visuel représentatif dans la globalité. Alors que toi, tu as été chercher chaque détail et ça se sent vraiment. C'est Mais génial. c'est vrai que, Enfin, par exemple, il y a énormément de decks que je trouve magnifiques, sublimes au niveau artistique, et j'essaye d'interpréter les cartes visuellement, et je me rends compte que ça me parle pas. Ou alors que ça va être très poussif, et cetera. Donc, j'accorde plus d'importance à ce que la carte peut dire déjà de base dans son visuel, même
sans qu'on connaisse en fait, ce qu'il y a autour, sans avoir lu son livret, juste vraiment est-ce qu'il y a une communication ou est-ce que c'est juste joli? Et pour moi ça fait une grosse différence déjà. Et après on a chacune nos critères là-dessus, mais c'est vrai que moi ce qui va beaucoup me parler, donc les couleurs. J'ai que des jeux, souvent très, très colorés. Par exemple, avec le noir et blanc, j'ai l'impression qu'il manque une dimension, qu'il manque quelque chose. J'en ai, hein, mais c'est pas pareil pour moi. Et au niveau des personnages de ton tarot, Mmh. j'ai aussi des questionnements. Alors, je les ai perçus comme étant un petit peu androgynes. C'était un peu le but. Ah, voilà. Je demandais pas une confirmation, c'était plutôt, tu vois, une Mmh. question parce que je l'ai reçu comme ça. On a des personnages, des fois, qui ont des grands cils, mais qui ont des silhouettes androgynes. Alors, je vais pas rentrer dans l'interprétation que je m'en fais, mais je m'étais dit que les cils, c'était plus pour voir, en fait. Enfin, tu vois, Mmh. les yeux, la symbolique de la vision. Bon, comme tu dis, chacun a son interprétation. Exactement. Et qu'en fait, finalement, on pouvait en faire des gars aux cheveux longs, des filles aux cheveux courts, des gars en robe, des filles en tunique. Enfin, tu vois, il y a de tout dans ce jeu et j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors en fait, je pense qu'une partie du fait que j'ai gardé, des tenues un petit peu, intemporelles comme ça, pas du tout, forcément modernes, c'est que ça permettait en fait de mettre un petit peu, tout le monde dans les mêmes tenues. Comme il peut y avoir parfois justement dans le Rider-Waite-Smith, de pas forcément, pouvoir en fait, genrer les personnages par rapport à leur habillement. De faire des corps, assez similaires, pas forcément identifiables, de pas forcément mettre, des femmes aux cheveux longs en robe et cetera, que le choix soit libre, en fait. Après, par exemple, les reines restent, des reines et les rois restent des rois, mais les figures de pages et de cavaliers, eux, sont, non binaires. Donc on peut vraiment, enfin, j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose qui soit pas, très binaire avec, aussi, le souci de ne pas accorder, des qualités, féminines ou masculines parce que j'aime pas trop justement ce truc où les figures féminines sont forcément, fertiles, maternelles, et cetera et les figures masculines forcément, autoritaires, et cetera. Donc c'était un peu mon but. Après, je dirais pas non plus qu'on peut, prendre le jeu comme un jeu très militant. Je veux dire, il y a quand même, une certaine uniformisation des corps. J'ai quand même gardé les rois et les reines, mais disons que je voulais déjà pousser le jeu dans cette direction-là. Est-ce qu'il y aura une réédition du tarot de la fortune? Alors pour le moment, j'ai pas prévu de réimpression ou de réédition. Après, je sais pas si vraiment j'ai beaucoup de demandes, je peux l'envisager à plus petite quantité, mais voilà, pour le moment, je pense pas que ce soit le cas et c'est pas non plus un jeu qui a été édité à de nombreux exemplaires, où il y a beaucoup de demandes et où on se l'arrache, donc c'est vraiment plus un jeu en petit comité et je pense que les gens qui étaient déjà intéressés l'ont eu et du coup, voilà, pour le moment, c'est pas prévu. Je dirais pas que c'est impossible parce que j'aime pas non plus, dire, «Il y en aura plus après, alors dépêchez-vous» et cetera, mais voilà. En tout cas, s'il y a réimpression un jour, il faudra attendre. Surtout que je voulais un peu, donner plus de temps, d'énergie et de financement à d'autres projets. Petit spoiler. Et juste pour terminer sur le tarot, parce qu'on va Mmh. parler de la suite après, tu proposes aussi des portraits où Oui. tu, où tu peins, où tu dessines
C'est du dessin, hein? C'est du Ou dessin tu numérique. c'est du dessin numérique, où tu dessines les portraits des personnes dans les cartes de tarot. Tu vas continuer à le faire? Alors ça, je continuerai à le proposer de façon, permanente sur la boutique et donc effectivement, je propose en fait aux gens qui le veulent, de choisir une arcane majeure du tarot de la fortune. Donc ça sera vraiment basé sur l'imagerie, les couleurs et cetera du tarot de la fortune, hem et de m'envoyer, des photos d'elles donc si possible en entier. On les voit en entier avec leur tenue préférée, peut-être plusieurs photos de référence et je vais les incorporer donc dans les cartes, du tarot de la fortune. J'ai aussi proposé l'option où on peut apparaître avec son animal de compagnie, par exemple. Donc j'ai déjà, fait un portrait, du fou, avec une, fille en folle et son chien, qui apparaît à côté. Excellent. Et je propose aussi, de pouvoir apparaître, par exemple, en couple, sur une, carte avec, plusieurs personnages et cetera. Mais disons que je reste de toute façon, sur la base des cartes. Ça m'est déjà arrivé de remanier presque totalement, la carte, mais parce que ça demandait pas non plus, énormément de travail et que la personne a déjà une idée bien précise, donc ça s'est bien accordé. Mais sinon, oui, je reste vraiment dans le basique, quoi. J'ai envie de te questionner un petit peu maintenant sur ta pratique du tarot. Oui. Ta pratique à toi. C'est c'est quoi pour toi le tarot? Alors, comme je disais, pendant longtemps, en fait, ça a plus, été un outil que j'ai étudié de façon très, très, très théorique. Je mettais quand même un peu en pratique, pour voir, mais j'avoue que pendant les premières années, ça a été très, très timide, on va dire, de ma part. J'avais un gros problème de légitimité, hein, parce que moi, quand je tirais des cartes, j'avais pas non plus un truc où tout d'un coup j'avais: «Ah yes, là je vois ça, il va se passer ça, j'ai une intuition de ça», et du coup, j'avais un peu du mal à lâcher prise, mais je continuais vraiment, à l'étudier parce que ça m'intéressait à fond. Du coup, j'avais pendant longtemps une pratique assez, sporadique, compliquée. En plus, quand j'ai commencé, c'était pas les meilleures années de ma vie, donc j'avais pas le bon état d'esprit, en fait, pour avoir la clarté d'esprit, pour bien analyser et j'avais l'impression de m'enfoncer un peu dans les trucs où je sentais mon angoisse dans les cartes, donc c'était pas top et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à tirer pour des moments charnières vraiment très importants et ça m'a, en fait, pour moi, ça a été un doudou, le tarot. Ça a vraiment été, cette, personne qui n'est pas une personne à qui tu peux vraiment, te confier, demander des choses, et qui va te répondre, qui va te donner des pistes, que t qu'on a déjà, en nous ou auxquelles on n'aurait pas pensé, mais que tout d'un coup ça réveille quelque chose. Et du coup, voilà, j'ai commencé à tirer de plus en plus et j'ai commencé surtout à avoir plusieurs decks parce que donc j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Ensuite, j'ai eu le tarot de Thoth, mais pareil, il est très compliqué, très dense, donc c'était vraiment très, très théorique. Mais en même temps, les images me parlaient beaucoup plus, bizarrement. J'avais plus de feeling, j'avais l'impression plus de lire des histoires. Et j'en ai eu d'autres, petit à petit et en fait, ils étaient tous assez différents les uns des autres et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le visuel était si important pour moi et que la diversité de visions des artistes qui ont créé les tarots, approfondissent en fait le message des cartes et que, une même carte dans plusieurs jeux ne dit pas les mêmes choses exactement et du coup, selon l'humeur, on peut utiliser des tarots différents, selon les thèmes aussi et ouais, du coup, j'ai commencé à accumuler, plusieurs decks, à tirer de plus en plus pour moi. Ça m'a motivée aussi à créer mes propres tirages parce que, j'avais pas envie de faire toujours la même chose. J'avais envie vraiment de, de trouver des thèmes à, travailler en particulier qui n'étaient pas, l'entrée dans une nouvelle année ou l'entrée dans une nouvelle saison et cetera et là, je me suis dit: «Ah mais j'adore en fait faire des modèles de tirage, j'adore trouver des idées de questions. Ça ça
c'est très créatif et en même temps, j'aime pouvoir les proposer à d'autres pour, débloquer aussi un peu leur pratique pour les personnes qui ont du mal à savoir, par exemple, pour quelles raisons tirer les cartes. Parce que quand c'est pour soi-même, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Moi, j'aime pas forcément tirer une carte par jour, par exemple. Ou sauf quand vraiment j'ai envie de m'apprivoiser un tarot, mais sinon pour moi, j'ai pas vraiment de raison d'avoir un message par jour, surtout que parfois j'ai des journées qui peuvent être répétitives, donc j'ai pas forcément besoin de guidance. Mais là, le fait d'avoir des tirages sur des thèmes, et ben, en fait, ça permet de pratiquer et pas toujours de la même façon et de diversifier, oui, sa pratique. Et à partir de là, j'ai commencé à tirer beaucoup. Et après, j'ai commencé à proposer mes services de tirage en 2020. Et là, du coup, j'ai commencé à vraiment tirer presque une fois par jour, ou parfois plus, parfois avec des jours où je fais rien. Mais du coup, effectivement, j'ai presque toujours un tarot ou un oracle dans les mains maintenant. C'est devenu pas juste un doudou, mais c'est devenu un collègue, quoi. Enfin, c'est quelqu'un, c'est mon pote, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon collègue, c'est un thérapeute, je sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie maintenant. Ah, j'aime entendre ça. Alors, avec ton collègue, tu préfères les tirages courts ou les tirages longs? Alors, euh, ça dépend. J'aime bien aller en profondeur avec des tirages longs. Par contre, je le fais rarement avec les autres parce qu'effectivement, déjà, bah, c'est pas mal d'énergie, pas mal de temps, c'est un budget, donc voilà. Mais j'aime bien en fait vraiment la profondeur que permettent les tirages longs, donc vraiment de pouvoir, par exemple, voir tous les thèmes en même temps, tous les domaines de vie, ou alors d'approfondir vraiment une question dans le détail pour vraiment avoir un tirage qui soit d'une précision, mais incroyable. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal d'avoir des modèles de tirage très courts parce qu'on n'a pas toujours le temps, pas toujours l'énergie, et que ça permet justement une pratique plus libre et plus spontanée. Mais j'ai pas de préférence personnelle. J'aime autant les deux, ça dépend vraiment. Et ce que j'aime surtout, c'est faire des modèles de tirage personnalisés. Donc, par exemple, quand je vais tirer les cartes pour quelqu'un, de pas faire partir forcément sur un modèle préconçu, mais de formuler des questions pour cette personne, pour sa problématique, et de vraiment ajuster pour que ça réponde vraiment, pas juste d'explorer tout le truc, mais que ça réponde à des choses précises. C'est pragmatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu creuses vraiment la question aussi. Ça, Oui. on le dit souvent, hein, la question, elle est très, très importante, que ce soit concret et applicable pour avoir des réponses très précises. Bah, et puis surtout de vraiment poser une question précise et qu'on valide ça ensemble. Mmh. Ça évite en fait d'explorer dans les cartes tout ce que la personne sait déjà. Parce que du coup, on peut faire des tirages où on va dire que des choses que la personne sait déjà sans répondre forcément à la question euh, précise qui était vraiment le nœud du problème en fait. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien cibler dès le début ce à quoi il va falloir répondre et qui n'est pas forcément déjà su. Même si des fois on connaît déjà tout ça et qu'on a juste besoin de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, mais vraiment d'éviter de se perdre en considération sur des choses qui sont déjà très bien assimilées, quoi. Tout à fait. Je te rejoins complètement sur cette thématique-là. Aujourd'hui, donc sur ton site, tu te définis comme cartomancienne. Mhm. Donc c'est clairement assumé, hein. Ah oui, oui. Il y a plus de syndrome de l'imposteur, hein. Bah, je sais pas il me quittera à un moment à 100%, mais oui, je pense que de toute façon, depuis que j'ai vraiment, heu, depuis que mon tarot de la fortune a été imprimé, donc soutenu, validé, imprimé, qui était là, c'est là que je me suis dit: «OK, là, c'est bon, quoi». Là, go, il y a plus de limite, on y va. Donc ouais, illustratrice, cartomancienne. Donc il y a eu le projet de tarot qui a été validé, Mmh. commercialisé. On a parlé de la lithothérapie beaucoup parce que Ouais. bah ouais, c'est une partie de ta pratique et puis tu proposes des bijoux créés sur mesure. Et tu as aussi alors un Patreon. Donc ça, Ouais. je voudrais bien que tu nous expliques ce que c'est que ce truc-là. Donc alors, pour expliquer déjà ce qu'est Patreon.
Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une plateforme dans laquelle on peut proposer des abonnements mensuels. Et on peut proposer plusieurs niveaux, alors avec différentes contreparties et différents prix. Comme ça, les personnes peuvent soutenir à petit prix ou à hauteur de ce qu'ils peuvent se permettre. Et donc, le Patreon que j'ai ouvert ne concerne que la cartomancie, par contre. Donc, il n'y a pas de choses sur les pierres ou d'autres. C'est vraiment, en fait, donc je propose pour le niveau de base des tirages chaque semaine, donc des tirages à choix. Les personnes peuvent choisir une pile et avoir une guidance générale. Je propose aussi pour le mois, et là je fournis un fichier PDF vraiment plus approfondi. On a en général 6 pages de texte. Et là, c'est Waouh! vraiment, du coup, c'est pour montrer aussi le travail que je peux fournir dans un vrai tirage. Ça donne aux gens un aperçu de la profondeur qu'on peut vraiment aborder ensemble, même dans un tirage général, donc qui n'est pas forcément précis selon les personnes, mais pour montrer en fait jusqu'où on peut aller avec une seule carte et dans un tirage dans la globalité. Et je propose aussi donc pour même le premier niveau des articles exclusifs. Donc pour le moment, on a surtout exploré les bases du tarot, donc ce que j'avais déjà mis un peu sur mon site ou sur le livret du tarot de la fortune, mais en plus approfondi parce que je peux faire vraiment des articles plus denses que je pourrais le faire sur Instagram par exemple. Et ensuite, pour les autres niveaux, je peux proposer aussi des modèles de tirage. Donc, chaque semaine, un nouveau modèle de tirage. Là, on a fait par exemple sur la suite des épées. Donc, un modèle de tirage par arcane. J'ai fait aussi des modèles de tirage sur des fleurs. Et on va explorer d'autres thèmes encore. Et je propose à partir de ces niveaux une, deux ou trois cartes tirées individuellement. Donc là, on a vraiment une guidance pour le mois qui est individuelle, qui est personnelle. Donc c'est un mini tirage, pas non plus très approfondi, mais qui permet déjà d'avoir un truc très personnalisé. Et je propose aussi dans d'autres niveaux des réductions sur mes tirages, du tutorat sous forme d'articles. On a aussi un accès à un serveur Discord, donc une plateforme de communication un peu comme un forum ou un chat. Et voilà, donc il y a plusieurs contreparties. En fait, selon le prix qu'on veut mettre dedans, on a plusieurs possibilités. Et ça permet aussi justement de créer une petite communauté. On discute entre nous de tarot qui est un peu plus personnel que sur les réseaux. On partage nos tirages, on se partage des bons plans, etc. Donc voilà, Patreon, c'est un système d'abonnement mensuel pour soutenir des créateurs ou des créatrices. Déjà juste ne serait-ce que pour dire bon voilà, j'aime ce que tu partages comme contenu, alors je vais te soutenir comme ça, ou j'ai vraiment envie d'avoir plein de choses personnalisées, etc. Et Et il donc y en le a pour tous les Patreon est niveaux. ouvert depuis mai, donc il y a déjà pas mal de contenu. Pour les personnes qui arrivent, il y a déjà accès au contenu qui était là avant. D'accord, c'est très généreux tout ça. Tu as mis vraiment tout ton cœur dans ce projet aussi, hein. Ah mais ça c'est sûr, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon temps, c'est vraiment mon bébé quoi. Il a pris Et le temps, mais maintenant il est là quoi. ouais, bah oui, parce que j'imagine que ça, c'est très chronophage aussi à mettre en place. Ouais. Mais en même temps, c'est super motivant donc même si ça prend du temps et de l'énergie, c'est vraiment ça qui me plaît de faire. Maintenant, je me rends compte à quel point j'aime ce que je fais, quoi. Et donc, s'en vient les actualités ou les spoilers que tu nous as amenés un petit peu comme ça tout à l'heure. Alors justement, Est-ce que les personnes qui sont abonnées aux 2 derniers niveaux sur Patreon vont avoir une avant-première et un bêta-test de mon prochain projet de deck. Ah! Tout ce que je peux dire pour le Oh là moment, là là c'est que là! ça sera pas un tarot, mais un oracle. Oh là 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 là! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Et attends, ils l'ont vu ou ils vont le voir? Alors, pour le moment, j'ai pas encore, trop fait de communication dessus, mais là, ça y est, ils vont pouvoir, voir donc des exemples de cartes, peut-être les évolutions de comment, si je vais changer un petit peu le design, voir si, les informations du livret fonctionnent, quand on fait un tirage ensemble, voir si c'est assez clair, tout ça. Donc c'est vraiment les bêta-testeurs, quoi.
Oh, j'adore, tu vas le créer avec ta communauté? C'est une co-création? Bah, disons que personne n'est mis à contribution à part pour me dire si ça leur va. Mais C'est déjà pas mal. c'est quand même une grosse contribution et ces personnes-là, seront notées sur le livret, ça c'est sûr. Il est prévu pour quand cet oracle? Là, pour celui-ci, je mets pas de deadline parce que comme j'ai effectivement déjà le Patreon à côté, la boutique et cetera, je préfère ne pas me mettre de pression. Hem, mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'en fait, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, là aussi. Heu, Peut-être pas depuis aussi longtemps que le tarot de la fortune, mais disons que ça fait déjà plusieurs années, que j'ai déjà les cartes de fête, que j'ai déjà fait un gros travail pour le livret, qu'il faudra maintenant écrémer pour le transformer en livret d'oracle et pas juste en livret avec plein d'infos, trop d'infos. Mais du coup, il est prêt, j'ai déjà plein de choses à montrer et il va juste, évoluer au fil du temps et s'améliorer et parce que quand je l'ai fait, j'avais pas non plus une énorme pratique de l'oracle et maintenant que c'est le cas, je vais pouvoir beaucoup mieux ajuster et compter sur les retours des autres pour vraiment faire un truc, nickel. Il y aura un financement participatif aussi? Oui, oui, je pense que je vais fonctionner comme pour le tarot de la fortune, donc faire une campagne Ulule où, qui sera sur, soit 1, soit 2, soit 3 mois où les personnes, en fait, feront des précommandes. Il y aura des aperçus, de l'oracle comme avec le tarot de la fortune, il y aura des aperçus du livret, il y aura des contreparties, différentes et une fois que la campagne sera finie, donc une fois qu'il y aura reçu ou non le financement, là, je lancerai les impressions et donc ça sera comme avec le tarot de la fortune, c'est moi qui vais le faire imprimer et je le vendrai moi-même. C'est génial. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ça. Oh là là, c'est génial. J'ai vraiment, super hâte de découvrir ton projet. Et comme je disais, j'avais déjà un autre projet de livre illustré avant tout ça et je ne sais pas Oui. encore quelle priorité je donnerai à l'un ou à l'autre, mais pareil, si je le sors, ça sera sûrement aussi, soit avec un système de précommande directement sur le site, soit avec une campagne et il sortira sûrement en très petits exemplaires parce que je pense pas non plus que ça intéresse énormément de monde. C'est assez particulier, c'est un livre illustré, c'est pas vraiment de la BD, c'est pas vraiment du beaux-arts, c'est pas vraiment pour les enfants, c'est un peu un mix, bizarre, poético, géométrico, bizarre. Donc je sais pas Excellent. encore. C'est pour ça que j'en parle pas trop pour le moment parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails tant que je suis pas sûre de ce que je vais faire, mais voilà, si ça peut déjà donner petite motivation, Il y a tout l'univers en fait, hein, autour de tout ton parcours finalement et ce qui est plaisant, c'est que ça va voir le jour. oui. Même si c'est des années après, c'est super encourageant tout ça. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des fois où je me suis dit: «Bah non, non, tant pis, c'est raté, c'est pas comme il faut, il y aura personne au bout, pour aimer ce projet» et là, ce qui s'est passé avec le tarot de la fortune, c'est vraiment énorme pour moi. Enfin, c'est, presque inattendu en fait et c'est, super touchant. Vraiment, vraiment ça donne juste envie de pleurer comme un gros bébé et de remercier l'univers chaque jour qui passe, quoi. Est-ce que tu aurais là, on va avoir fini l'interview. Mmh. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, pour les auditeurs ou alors tu vois une lecture ou, une phrase, enfin je sais pas, quelque chose qui te vient là Alors, comme, au à niveau partager? au niveau des lectures, ça du coup, j'en ai déjà parlé avant, mais je vais faire un petit récap. Donc pour le tarot, je conseille vraiment, 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 même pour les personnes qui sont, sur le tarot de Marseille, mais surtout pour les personnes qui sont sur le Rider-Waite, le livre d'Emmanuel Liger, «Lire le tarot avec le Rider-Waite». C'est, un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire pour vraiment, s'imprégner du tarot, mais au quotidien quoi. Pas juste, dans la théorie mystique, pas juste dans la symbolique, mais vraiment du pratique, pratique, pratique. Hem, il y avait aussi, l'e-book de, Margot Winterhalter, Robert Winterhalter pardon, qui s'appelle Pratico Tarot et en fait, il y a c'est juste des fiches pour chaque, arcane, donc avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs, où il y a des mots-clés très simples, mais aussi très terre à terre et très,
très, très ancré pour des tirages du quotidien. Enfin, c'est vraiment très percutant. C'est très simple mais efficace. Sinon, en livre, donc le livre du coffret Le tarot pas à pas de Marianne Costa pour vraiment rentrer à fond dans le tarot de Marseille. Et les livres de Brigitte Asselmont qui est sur Instagram Bidi Tarot. C'est des livres en anglais, ils sont disponibles en papier ou en numérique. Ils sont vraiment, vraiment top pour apprendre le tarot de façon intuitive, pour faire ses propres recherches, son propre carnet. Mais il y a aussi toutes les infos en fait, donc on en apprend beaucoup, on n'est pas juste laissé dans la nature comme ça. Il y en a deux, il y en a un vraiment sur les arcanes, sur le tarot, etc. Et un qui va vraiment aider à construire ses propres notes sur le tarot, son tarot de journal, sa pratique, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est pas les incontournables, mais les meilleurs de ma bibliothèque. Après, pour les pierres, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par les pierres ici, les livres de Julia Bosquiro. Ça, c'est la crème de la crème de la crème. Et vraiment, c'est, je crois, une des personnes, si pas la personne du monde de la lithothérapie qui a fait le plus de travail de recherche, d'expérimentation personnelle. Elle a créé une école de lithosophie, donc qui s'éloigne un peu des côtés un peu bullshit de la lithothérapie, on va dire, qui est vraiment très carré, très structuré et qui recentre en fait l'expérience personnelle au centre de la pratique. Donc on arrête de se fonder juste sur les livres et on crée une relation avec la pierre. Voilà, c'est ça son truc. Son père, Hergé Bosquiro, qui a fait aussi un dictionnaire de la lithothérapie qui est pas mal pour les propriétés des pierres, etc. Il y a un livre de Regina Martineau qui s'appelle La voix des pierres et des cristaux. Alors par contre, c'est un gros pavé, mais alors vraiment un gros gros pavé, c'est un dictionnaire le truc. Et il est en plus pas donné, mais si on a l'occasion de le trouver d'occasion, justement, je le conseille vraiment. Voilà pour les lectures sur les sujets qui me touchent particulièrement. Et en conseil, ne pensez pas que vous ne pouvez pas tirer les cartes parce que vous n'avez pas de don. C'est un mythe. Croyez-en, mon expérience, c'est un mythe. Franchement, si c'est juste ça qui vous retient de tirer les cartes, procurez-vous votre jeu, faites-vous plaisir. Il n'y a pas besoin de grands rituels, il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin de tout ça. Trouvez juste un jeu qui vous parle visuellement, les images vous racontent une histoire. Pas besoin que ce soit les jeux classiques. Le mieux, c'est forcément quand il y a un bon livret, mais c'est pas obligatoire si vous êtes plus dans l'ambiance de faire vos propres interprétations. Mais ouais, vraiment, faites votre truc, quoi. Il n'y a pas de don à avoir. On peut très bien, avec la pratique, devenir de plus en plus intuitif ou intuitive. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas besoin de connaître tous les secrets du tarot avant de commencer à tirer. Même si moi, c'est ce que j'ai fait, je ne le recommande pas parce que ce n'est pas de toute façon des informations qu'on va placer dans des tirages. Donc, pas de souci avec ça. Et ne surconsommez pas des pierres non plus. Je sais que c'est bizarre venant de moi, mais en fait, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de pierres pour déjà faire un super travail avec elles. Choisissez-les au feeling. Ne prenez pas les pierres parce qu'on vous a dit qu'il faut une améthyste ou un quartz rose ou peu importe. Vraiment, il faut la choisir parce qu'elle vous parle, elle vous touche, vous aimez sa couleur, sa forme, peu importe. On n'aura pas forcément les mêmes résultats que dans un livre de propriété des pierres. Il faut le savoir, comme avec la cornaline. Comme avec la cornaline que je ne mets plus Et oui, depuis. moi, c'est vrai que je vends des bijoux et des objets en pierre, mais en fait, j'en vends très peu, quand même, mine de rien. Je fais beaucoup du sur-mesure pour justement savoir que la personne veut vraiment ça et que ça va lui servir, qu'elle va le porter. Mais oui, il faut pas oublier qu'il y a souvent des mauvaises conditions dans les mines, dans les gisements, etc. Donc, au maximum, renseignez-vous. Vous pouvez faire un super bon travail avec les pierres avec 1, 2 ou 3 pierres. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus que ça. Et voilà, je pense, pour les conseils.
Là, on est au top là. On a tout ce qu'il faut pour bien démarrer et effectivement, il faut dégommer cette croyance qu'il faut un don, pour le tarot, qu'il faut, comme tu dis, plein de pierres ou pareil, hein, avoir un espèce de fluide avec les pierres ou je sais pas quoi. Laissez-vous porter, faites à votre sauce. Mais il y a un truc que je voudrais rajouter quand même, que je trouve important, c'est qu'on a beaucoup, la dichotomie dans la cartomancie entre les personnes qui crachent sur la voyance parce que du coup, on est plus dans une visée de développement personnel, d'introspection, et cetera. Moi, quand je dis que je fais pas de voyance, que j'ai pas de don, c'est pas parce que, je mets ça de côté, c'est juste parce que j'ai pas ce sentiment-là, que j'ai pas cette perception-là. Mais j'aimerais vraiment faire de la voyance et j'aimerais vraiment avoir, ce truc, qui me permet de voir plus, d'avoir plus ces perceptions plus fines qui viennent pas forcément que des cartes. Et du coup, voilà, moi, je fais pas forcément souvent beaucoup de prédictifs ou je dis que je fais pas de voyance, mais par contre, c'est pas parce que je dénigre du tout les personnes qui font de la voyance, qui font du prédictif, qui font vraiment du prédictif pur même, j'ai envie de dire. Y a pas de, pour moi, il y a pas de sous-catégorie, il y a pas une pratique qui est mieux que l'autre, vraiment. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une pratique que celle des autres n'est pas bonne. Et voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là parce que je sais que ça fait souvent débat. Et voilà, donc c'est pas parce que je dis qu'il faut pas de dons que c'est pas bien d'avoir des dons. Non, non, mais tout à fait et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de tarot psychologique, de tarot divinatoire, enfin de diverses pratiques Mmh. et on sent qu'il y a un clivage parfois. Je l'ai dit dans le premier épisode où j'ai, présenté le podcast, quand je pratique pour moi, je mêle un peu les 2. Mmh. Et c'est pour ça, tu vois, que c'est intéressant de dire aux personnes qui nous écoutent de faire à leur sauce en fonction aussi du moment. Exactement. Parce que, il y a des jours, on va être plus câblé pour, tu vois, comme tu parlais du feeling, on va être plus câblé pour avoir ce feeling, pour avoir ce sentiment, cette espèce d'information, on est sûr que c'est ça et Exactement. et voilà et il y a d'autres jours, franchement, on est entre 2 portes, on a plein de choses à faire, machin, ça le fait pas, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça et c'est OK. Donc Mais oui, et en plus, on peut vraiment travailler sur ses perceptions, sur ses dons, sur ses capacités psychiques, peu importe comme on appelle ça, on peut le travailler. C'est pas parce qu'on commence en pensant n'avoir aucune de ces capacités que ça ne peut pas arriver. Et ça demande du travail, par contre. Il y a des personnes qui sont directement très intuitives et d'autres pas du tout. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas changer, par contre. Mais voilà, il faut le travailler. Il faut vraiment avoir une pratique très régulière pour que ça se développe. Et il faut pas abandonner en pensant que ça marchera jamais. Mais voilà. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire marcher votre intuition, j'en reviens, on peut. et on peut tout à fait se faire confiance Mmh. nous-mêmes par rapport à nos ressentis. Bah, c'est vrai que quand on est soi avec soi-même, ça va encore. C'est quand on commence à vraiment tirer pour les autres que là, ça peut être très, très bloquant. Mais là encore, on peut avoir des très, très bonnes surprises dès le début. Tellement, tellement. C'est toujours des merveilleux moments, hein, quand on tire les cartes, pour des personnes et qu'elles sont proches de nous. Là, enfin, tu vois, dans le tirage, c'est chouette. C'est, Mais moi j'ai été bluffée, hein, les premières fois où j'ai commencé à tirer pour des gens que je connaissais, pas du tout. On venait juste de se parler pour ce tirage en particulier et d'y arriver, quoi. Enfin, il y a un contact qui se faisait, on arrive à percevoir des choses qu'on n'aurait jamais perçues sans les cartes. Enfin, en tout cas, moi, je perçois pas ces choses sans les cartes. Et, heu et de pouvoir aider vraiment, des personnes qu'on connaît pas du tout et de réussir à leur trouver les solutions adaptées à leur situation. Enfin, c'est quelque chose au début, moi, qui m'a soufflé, en fait. Enfin, je savais que c'était une possibilité, mais que ce soit concret, c'était, intense, quoi. ça, c'est sûr. C'est toujours magique, hein. Mmh. Et c'est surtout quand on voit qu'on a aidé la personne et que la personne repart avec, quelque chose de concret.
à mettre en place une solution ou une information, c'est merveilleux. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Je crois que c'est un sentiment qui restera jusqu'à la fin, quoi. On peut faire, un nombre incalculable de tirages, c'est toujours quelque chose qui sera un émerveillement total, quoi. C'est comme si on redonnait le pouvoir à la personne. C'est exactement ça. C'est une reprise de confiance, de pouvoir, le fait de se sentir entendu aussi. Le fait de se sentir compris, vu, entendu, de pouvoir, parler de ça à quelqu'un et d'avoir des solutions, mais aussi de laisser le choix à la personne, de lui laisser son pouvoir, de pas lui dire: «Tu dois faire ça ou ça», mais de lui donner juste les clés pour qu'elle soit maîtresse d'elle-même et qu'elle choisisse en fait, qu'elle tourne la manivelle de la roue de la fortune elle-même, quoi. Ah! Oh là là, on va se quitter là-dessus, je pense, hein, mais c'est C'est un très bon choix. c'est superbement bien dit et waouh, ça porte ce que tu viens de dire. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver, Noémie? Alors, on peut me retrouver donc, sur Patreon avec, Tarot de la Fortune, sur Instagram, Tarot de la Fortune aussi, Mrs Crob si vous voulez voir le reste de mon travail. On peut me retrouver aussi sur Twitter, pareil Mrs Crob ou Mrs Quartz et sur Facebook, mais j'y suis très peu donc ça vaut pas forcément le coup et voilà et sur mon site Je mettrai tous les liens. mrsquartz.com. mrsquartz.com. Je mettrai tous les liens, hein. Ouais. Comme ça, on pourra te retrouver facilement. Bah, écoute, merci beaucoup, vraiment, mais du fond du cœur pour cette interview. C'était super de t'avoir sur l'émission. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez, bah, voilà, vous avez passé un bon moment et puis vous avez eu plein d'infos parce qu'il y en a eu, là, des infos, formidables dans tes témoignages, Noémie et bah, je te remercie 1000 fois puis, à la prochaine pour vous, les auditeurs. À bientôt. Au À revoir, bientôt. Noémie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.